Et c'est la dernière ligne droite de cette matinale. Bienvenue à vous sur le plateau de TV Vendée si vous nous rejoignez ce matin. Eh bien, la matinale, elle va vous mettre des paillettes dans votre vie puisque nous allons revenir sur la grande parade de Noël des herbiers. 15 000 personnes ont assisté à son retour dans les rues de la ville. C'était samedi soir aux herbiers donc et c'était magique. Place également au retour de la vente des calendriers par les pompiers. Une tradition qui peut vous faire sourire, mais vous allez voir que c'est une des ressources non négligeables pour les casernes de financer leur cadre de travail. Nous irons à Challans pour faire le point sur ce sujet. Et puis le projet de la semaine nous emmène à Mortagne-sur-Sèvre. La commune veut relancer sa mi-carême et pour cela, elle a besoin de vous. Mais avant tout ça, on va regarder la météo et la journée et la semaine commence sous les nuages. A priori ce matin, uniquement des nuages d'ailleurs. Normalement, pas de pluie. Un petit 4 à La Roche-sur-Yon, à Montaigu, 7 à la Tranche-sur-Mer, 8 au Sables-d'Olonne. Cet après-midi, vous le voyez arriver malheureusement d'une nouvelle perturbation par la côte, ce qui donne des précipitations sur toute la frange ouest de la Vendée et de fortes probabilités pour qu'elles s'étendent à l'est, 9 dans les terres, 12 sur la côte cet après-midi. Les marées, encore de beaux coefficients ce lundi, 101 ce matin, 98 cet après-midi. Attention à la houle, si vous vous promenez sur la côte, il va sans dire que compte tenu de la météo de fin d'année, la mer est agitée. Les marchés, jetons un œil à notre carte du lundi. L'occasion de vous rappeler que c'est une carte participative, une carte qui se construit donc avec vous. Si vous connaissez un marché alimentaire qui se tient le lundi en Vendée et qui n'est pas sur notre carte, eh bien faites-nous signe avec un petit mail, un petit coup de fil ou un message via la page Facebook de TV Vendée. Voilà pour les informations pratiques de ce lundi. Nous souhaitons une bonne fête au Nicolas et on passe au journal. Et ce journal, nous allons donc le commencer avec un rendez-vous qui tient maintenant de la tradition. C'est la vente des calendriers de pompiers. Elle avait été suspendue l'année dernière dans beaucoup de villes pour cause de pandémie. C'était le cas de Challans, par exemple. La reprise de la tournée par l'Amicale des pompiers cette année a donc une saveur toute particulière. L'occasion de voir à quoi sert justement l'argent issu de cette opération. Albin Mouton. Bonjour. Bonjour monsieur, les pompiers de Challans pour le calendrier. Oui. On vient vous voir cette année pour vous le proposer. Oui. On veut savoir si vous en souhaitez un. Comme chaque année à cette période, les sapeurs-pompiers de Challans offrent leur calendrier. Et voilà. Impeccable. C'est gentil pour tout monsieur. Merci à vous et passez de bonnes fêtes de fin d'année. Une soixantaine de sapeurs-pompiers participent à cette opération sur les quelques 80 de la caserne de Challans. Chacun a son secteur et peut distribuer entre 100 et 200 calendriers sans aucune contrepartie financière demandée. Ils nous attendent avec impatience chaque année parce que pour eux ça leur fait une occasion de voir les personnes qui sont là pour leur bien-être et dès qu'ils ont besoin. Et du coup il y a un échange qui se fait et une petite complicité avec les gens, surtout quand on a plusieurs années le même secteur, même quand on arrive pour les proposer des calendriers, les offrir. Les gens sont ravis et sont même contents de nous donner quelque chose pour le bien-être de la caserne et de nous-mêmes, quoi. De retour à la caserne, les dons récoltés lors de ces opérations permettent de financer le cadre de vie des sapeurs-pompiers au quotidien, mais également des opérations plus ponctuelles comme le Téléthon ou d'autres associations caritatives. Bien sûr, hein. Donc pour le Téléthon, pour l'œuvre des pipis, alors je ne sais pas si les gens connaissent, mais c'est les sapeurs-pompiers qui meurent en service commandé. Et donc après, il reste des enfants, donc on donne aussi à ça. Et pour le bien-être de l'amicale, pour l'aménagement de la cuisine, au niveau du foyer, au niveau de la salle télé, voilà. Donc bien sûr, après, il y a les arbres de Noël qui viennent en fin d'année, notre fameuse Sainte-Barbe qui a lieu tous les ans, donc ça nous sert à ça. Et bien sûr, malheureusement, quand il y a des décès ou des parties le 11 novembre ou le 8 mai, on fait donc tout ce qui est défilé en ville de Challans et on donne une gerbe sur les monuments. Pour cette année 2021, les sapeurs-pompiers de Challans devraient distribuer environ 9000 calendriers aux habitants de la ville et des communes alentours. Et le calendrier, le voici, si vous êtes du côté de Challans, donc pour pouvoir participer vous aussi au financement de la caserne. Et c'est évidemment un reportage qui est valable pour l'ensemble des communes du territoire. Toujours à propos des pompiers, notez que la caserne de Challans, justement, accueille un nouveau responsable du centre de secours. Le capitaine David Dorn a pris ses fonctions la semaine dernière. Outre son passé dans plusieurs centres vendéens, le pompier est spécialisé dans les risques chimiques et biologiques. En qualité de conseiller technique départemental sur le risque chimique et biologique, je suis affecté au centre de secours de Challans
C'est un des 4 centres avec les Sables d'Olonne, Fontenay-le-Comte et les Herbiers à disposer d'un véhicule pour faire face aux risques chimiques et biologiques en cas de nécessité sur intervention, que ce soit sur une problématique de pollution ou d'événements incluant un feu d'ampleur, une usine avec des produits particuliers. Cette équipe sera engagée en complément des secours locaux. Il faudra attendre encore quelques semaines pour avoir le montant global des dons, mais c'est déjà une petite victoire pour le Téléthon 2021 qui a permis de recueillir en ce week-end marathon quasiment autant que sur toute la campagne 2020. Plus de 73,5 millions d'euros étaient affichés au compteur à la fin de l'opération ce week-end. Un petit peu plus tôt dans la semaine, l'opération 1000 chercheurs dans les écoles avait déjà mobilisé une partie des scientifiques qui travaillent sur les maladies génétiques neuromusculaires. Ils ont sillonné la France pour aller dans les écoles, expliquer leur quotidien et susciter des vocations. Pierre Dalicieux. 2 heures pour parler de la recherche biomédicale, un sujet bien vaste et qui à première vue impressionne un peu tout le monde, à commencer par ces jeunes de première. Mais l'objectif de cette opération 1000 chercheurs dans les écoles, organisée par l'AFM Téléthon, c'est bien de parler de la recherche différemment. L'idée, c'est de leur montrer que la recherche, c'est pas que les prix Nobel. C'est ce que je disais. Voilà, c'est pas être le meilleur en maths, c'est pas être le meilleur en chimie, etc. C'est juste de la vocation. Et puis c'est à tout niveau. On n'est pas obligé de partir pour 8 ans, 10 ans. Oui, il y en a qui font 8 ans, 10 ans, 15 ans d'études, qui passent par la médecine d'abord. Mais non, je veux dire, bac+2, bac+3, on peut toujours faire des formations aussi après, derrière. Et puis on raccroche la recherche sur des prismes un petit peu différents. Parler de la recherche et des résultats concrets obtenus qui souvent sauvent des vies, avec des exemples parfois poignants qui ne laissent ici personne indifférent. C'est intéressant, on entend plein de choses qu'on ne savait pas forcément. Comme quoi par exemple Les méthodes pour découvrir de nouvelles maladies et comment on peut les soigner. Comment les maladies, comment ça se passe dans le corps. Et après, on peut faire le lien avec ce qu'on connaît déjà. Ça fait le lien entre les cours et plein d'autres trucs plus poussés. Des élèves de première en spécialisation SVT. Ici, le sujet de la génétique, par exemple, ne leur est pas inconnu. Pour leurs professeurs, ce temps passé est même très précieux pour la suite du programme. Ça rend concret le cours, ce qu'on a pu faire en génétique, à la fois l'ADN, l'expression du programme génétique, les maladies génétiques. Tout à fait, ça rend concret, oui. Puis il y a aussi la partie orientation qui est importante en première et c'est un moyen de se rendre compte que la recherche, c'est pas seulement pour des doctorats, qu'il y a plein de métiers liés à la recherche. L'opération 1000 chercheurs dans les écoles se déroule sur toute la France et intervient à quelques jours du lancement officiel du 35e Téléthon. Du sport aussi ce matin avec du tennis pour commencer. 5e et dernière journée du championnat de France interclub de Pro A féminine. Le tennis saint-anthionnaise jouait son maintien hier face à l'équipe de Tremblay sur les cours du comité de Vendée aux Terres Noires. Les joueuses du TEY se sont inclinées 4-2. Elles ont seulement remporté un match en simple et un match en double. Et puis dans le même temps, le TC Paris, concurrent pour le maintien, l'a emporté face à Saint-Dié. Conséquence, avec un bilan de 3 défaites et un match nul, l'équipe de La Roche-sur-Yon termine à la 5e et dernière place. Elle est donc reléguée en Pro B. On a fait de très belles rencontres. On a des filles, à chaque fois ça s'est joué à peu de choses. 3 fois 4-2, c'est un peu dur. Mais bon, voilà, on a tout fait. On a fait ce qu'on a pu, quoi. Toutes les rencontres de championnat étaient très accrochées. Il ne faut pas oublier, je crois qu'il n'y a qu'un seul match en simple où on était mieux classé. On a dû faire 24 matchs et il y a 23 matchs où on était en dessous, quoi. Donc voilà, il ne faut pas l'oublier non plus, quoi. Donc on a fait ce qu'on a pu. Et, il nous a manqué un tout petit truc. Il fallait que ça se mette bien le même jour au bon moment, peut-être. Mais on n'a pas à rougir de cette 5e place, quoi. Et puis des images de handball avec la 10e journée du championnat national 1 masculine et la situation qui se complique un peu quand même pour l'équipe de Pouzauges, 11e et avant-dernière au classement. Le PVHB recevait Saint-Cyr, 10e avec un point de plus et les Pouzaugais ont été dominés samedi soir dans leur salle de l'Étoile. Défaite sur le score de 26-21. C'est la 7e défaite de Pouzauges qui jouera un dernier match avant une longue trêve. Match prévu dimanche prochain
à Nantes. Et puis vous retrouverez bien sûr l'ensemble des résultats sportifs du week-end avec Aurélien Huard. Ce sera tout à l'heure dans 85 chrono à 12h45. On va terminer le journal en fanfare. Les Herbiers ont retrouvé leur grande parade de Noël ce week-end. C'était samedi, en fin d'après-midi, dans les rues de la ville. Près de 300 bénévoles mobilisés pour l'occasion, plus motivés que jamais, après une édition 2020 qui avait dû être annulée. Alexia Janet, Alexandre Debray. Dernier préparatif pour les bénévoles de la 8e parade de Noël des Herbiers. Le track commence doucement à monter. On joue un petit peu régulièrement, mais jamais sur un char. Et puis là, c'était l'occasion de faire la parade aux Herbiers. On est pour la plupart des Herbiers ou des communes alentours. Donc quand l'association Spot nous a demandé de venir jouer, on a dit évidemment. Des confettis plein les dents. C'est le slogan, des confettis plein les dents. Normalement, c'est le but. Et puis du sourire sur le visage des enfants. Après 2 mois et demi de préparation, les près de 300 bénévoles vont enfin pouvoir se produire sur les 12 chars créés ou modifiés pour l'occasion. Derrière cette organisation, l'association Spot qui ne boude pas son plaisir. Nous, c'est du bonheur. On est tous excités, on est tous super contents qu'elle ait lieu en fait. Elle nous manque, les gens l'attendent. Voilà, on est tous très contents. C'est de l'excitation, c'est du bonheur, c'est de l'étoile dans les yeux. Puis on espère que ça va plaire autant aux gens que nous, ça nous a plu de la préparer. 18h, l'heure du départ pour toute la troupe. Parmi les bénévoles, des musiciens donc, mais aussi des danseurs ainsi que des cracheurs de feu ont battu le pavé. Et pour les sourires des enfants, mission accomplie. Moi j'ai trouvé que c'était bien. Il y a beaucoup de choses on voit beaucoup de choses qu'on voyait quand on était petite. Je suis heureuse d'être venue parce que c'est vrai que l'année dernière on n'a pas eu. Mais j'ai l'impression de retourner en enfance avec tout ça et c'était très bien. Au total, près de 15 000 personnes sont venues faire la fête. Et comme les enfants, les parents sont conquis. Les chars sont aussi beaux les uns que les autres. Beaucoup de lumière, donc les confettis, donc il n'y a rien de tel pour s'amuser et faire la fête. Ça fait découvrir la magie de Noël pour les enfants. Et bravo à eux, c'est vraiment sympa, très coloré. On en a plein les yeux, c'est magnifique. Les festivités ont duré 1h30 et côté coulisses, l'avenir se prépare déjà. Une réunion est prévue au premier trimestre de l'année prochaine pour la 9e édition. Et voilà pour les informations de ce lundi. On va passer maintenant à la Minute Positive. On va rester dans une certaine ambiance musicale. D'ailleurs, vous allez voir, on regarde. Benoît Loiseau est un facteur de piano pas comme les autres. En plus de l'accordage et de la réparation, depuis quelques années, il donne un second souffle à des instruments hors d'usage. On vient me demander si je ne peux pas transformer, leur proposer une solution, une proposition de transformation de leur piano en pièce unique. Pour les gens, c'est très important parce que ça permet de garder le piano de famille, mais pour beaucoup, le piano n'est pas forcément réparable. J'aime bien cette idée-là, de proposer une solution en fait, à n'importe quel piano pour permettre aux gens de garder leur piano de famille ou sans que ce soit non plus un piano qui se désagrège. Des idées, Benoît Loiseau en a plein la tête. Son dernier projet en date, c'est cet instrument hybride, un piano acoustique qui intègre toutes les fonctionnalités d'un instrument numérique. J'ai équipé le piano d'un système silencieux. Ça, c'est des systèmes qui existent depuis 40 ans, qui sont fiables, qui ont fait leurs preuves. Et j'ai couplé le système silencieux à une nouvelle technologie qu'on appelle le transducteur, qui permet de faire vibrer la table d'harmonie de la même manière que les cordes. Là, on a le piano en acoustique. On peut faire en sorte de bloquer le mécanisme pour pas que les marteaux aillent taper sur les cordes. Et du coup, on l'entend au casque. Si je mets le casque sur les oreilles. Et si vous voulez voir ce que j'entends, après, le système transducteur peut prendre le relais. Il suffit de monter le volume. Il est aussi possible de coupler les deux, l'acoustique et le numérique. Et comme sur un synthétiseur, plus d'une centaine de sonorités sont à disposition. Comme c'est la table d'harmonie qui vibre, comme si c'était les cordes, on recrée ces micro-vibrations dans le clavier. Donc en fait, on a la sensation physique du piano acoustique, même si on le joue de manière numérique.
C'est la grande nouveauté de ce système transducteur, c'est qu'on recrée les sensations physiques de l'instrument acoustique, même si on le joue en numérique. Équipé du Bluetooth, ce piano fait aussi office d'enceinte connectée. Ce système, baptisé Acoustibride, a été déposé et est adaptable sur tout type de piano. Il sera présenté au mois de septembre prochain à l'occasion du Salon de l'Habitat de La Roche-sur-Yon. Il est 8h46 sur le plateau de la matinale. Merci de partager ce début de journée avec nous. À 9h moins le quart, eh bien, on va revenir un peu sur l'actu et notamment sur la situation en pédiatrie à La Roche-sur-Yon, au centre hospitalier départemental. En ce moment, vous l'avez peut-être entendu dans nos journaux la semaine dernière, l'activité y est très intense du fait des différents virus de l'hiver. Regardez. Sur le secteur de pédiatrie, donc pédiatrie générale, on a 27 lits. Aujourd'hui, comme hier, ils sont tous occupés et on a dû même hospitaliser des enfants sur des lits qui sont normalement réservés à de l'hôpital de jour. Donc on a été amené à annuler certains enfants qu'on reportera ultérieurement, de faire comme ce qu'on entend actuellement, de la déprogrammation de soins pour avoir suffisamment de place dans le service. Deux choses qui sont importantes quand on en vient aux urgences, c'est qu'on n'est pas pris par ordre d'arrivée et on est, nous, soignants, constamment dans l'imprévu. Donc on ne peut pas donner une heure de passage précise, on est constamment dans l'imprévu qui peut survenir à tout moment par définition. Donc selon l'affluence, le temps d'attente peut être très long et effectivement tout le monde est vu, avec la même qualité de soins et on accorde le temps nécessaire à chaque situation. Mais les situations plus prioritaires, un enfant avec un pronostic vital engagé sera pris en charge avant. Et selon les jours, et c'est extrêmement variable d'un jour à l'autre, le temps d'attente peut être très long, ça peut être 2 heures, ça peut être 4 heures, ça peut être 6 heures, bon c'est plus exceptionnel, mais ça peut être 6 heures parfois. On a l'habitude sur l'épidémie de bronchiolite que ce soit une période chaude. On a beaucoup plus de préoccupations sur le moyen-long terme, c'est-à-dire vraiment si la permanence de soins continue à être avec cette intensité-là, combien de temps on peut tenir dans le temps, combien d'années on peut continuer à travailler comme ça avec 4 ou plus de 4 gardes par mois, avec parfois 20-30 enfants. Et ici, sur le CHD, il ne faut pas oublier que le pédiatre a aussi à sa charge la maternité, la néonatologie, les avis extérieurs. Si le pédiatre est sollicité en néonatologie ou en salle de naissance pour un enfant qui ne va pas bien, il peut être monopolisé pendant 2 ou 3 heures, c'est-à-dire que les internes de pédiatrie, parce qu'il n'est pas complètement tout seul, mais c'est le seul pédiatre senior, les internes de pédiatrie sont seuls aux urgences et ça peut faire des gardes qui sont très très lourdes. Bien évidemment que les urgences sont là 24 heures sur 24 et accueillent tout le monde, mais que ça doit rester une solution de dernier recours et au maximum essayer de solliciter les intervenants qui sont disponibles en amont, les médecins traitants, les médecins libéraux et les numéros d'appel. Le 116 117, le 15, le 112, au maximum faire en sorte que la situation de son enfant soit régulée en amont, déjà téléphoniquement, avant de savoir si on doit avoir un intervenant ou pas, et si on doit, eh bien sûr on vient. Et c'est un plus de l'info que vous allez pouvoir retrouver sur tvvendée.fr dans la rubrique Actu. Nous sommes lundi, nous passons donc au projet de la semaine. Et ce projet, il nous emmène à Mortagne-sur-Sèvre aujourd'hui. À l'occasion de son centenaire, la municipalité a décidé de faire revivre la mi-carême. Mais c'est un projet qu'elle ne peut pas mener à bien toute seule, elle a besoin de votre aide. On regarde donc sa présentation. Il y a un siècle maintenant, en mars 1922, un groupe de Mortagnais décide de fêter le carnaval. Et pour cela, ils organisent ce qu'ils appellent le grand défilé carnavalesque. La mi-carême de Mortagne-sur-Sèvre est née, et elle va perdurer d'année en année jusqu'en 1991. De nombreux Mortagnais en gardent un excellent souvenir. Eh bien, pourquoi pas demain, en 2022, fêter ce centenaire.
Pour cela, nous avons besoin de tous les Mercaniais et de toutes les personnes qui sont intéressées pour faire revivre ce défilé de carnaval. Pour reconstituer cette mi-carême, dans le style de 1920-1922, bien sûr avec des chars de petite taille, en bois, en carton et en grillage, tels que nos prédécesseurs les ont construits dans les années 1920. Ce sera le défilé du centenaire, une parade conviviale, festive et dans la bonne humeur. Mais je demande à toutes les personnes intéressées par ce projet de s'inscrire par groupe ou individuel auprès des services de la mairie à l'adresse mail patrimoine@mortagne-sur-Sèvre.fr. Et si ce projet mobilise suffisamment de personnes, le 15 mai 2022, la mi-carême va à nouveau défiler dans le centre-ville de Mortagne-sur-Sèvre. La date est donc marquée dans l'agenda. C'est un chouette projet à retrouver sur notre site internet dans la rubrique matinale, notamment pour les coordonnées, si vous voulez donner un petit coup de main. On passe à l'extrait du jour. Avec ce matin un aperçu de l'émission de Grégoire de Châtillon, Les Passionnés, qui, j'en suis sûre, va forcément parler aux amateurs du chaos de Piquet sur la commune du Tablier. Dans un des derniers virages, juste avant d'arriver à la Guinguette, si vous vous souvenez votre dernier passage, sûrement l'été dernier, eh bien vous aviez déjà forcément ralenti devant le Temple de l'Union. Ces drôles de sculptures qui sont exposées chez un particulier juste au bord de la route. Eh bien Grégoire de Châtillon est allé chez lui. C'est arrivé un peu sur le tard dans votre vie. Après la peinture, vous êtes mis à sculpter il y a seulement quelques années. Tout à fait, oui. Et là est née l'idée de créer ce temple de l'Union. Comment le présenter? Bon, alors, les matériaux étaient sur place déjà, la pierre, il y en a plein. Mais au départ, je pensais faire plutôt, genre, pour faire une décoration, faire genre ruine antique, vous voyez. Et puis, un coup parti, bon, on ne s'arrête plus, voilà. Alors, nous avons des personnages, des sculptures d'animaux aussi, aussi oui. Ici. Il y a un côté très enfantin, mais on peut aller beaucoup plus loin parce que derrière nous, il y a la création d'un temple avec plein de symboliques. Oui, puis beaucoup plus réaliste aussi, oui. J'utilise aussi le calcaire pour marquer bien les civilisations avec plein de petits détails, alors dans le style de l'époque, et qu'on puisse reconnaître, quoi. C'est pas vraiment des copies, mais je m'inspire du style et puis qu'on puisse, Alors vos inspirations, vous les trouvez dans le travail de recherche que vous faites? Oui, il y a beaucoup de lectures avant et des croquis aussi. On ne se lance pas directement dans la pierre. Et la rencontre avec Gildas Reynaud, c'est à retrouver par exemple à midi pile ce lundi sur notre antenne. Vous êtes bien sur le plateau de la matinale. On va passer au dernier rappel des titres avec ces 15 000 personnes qui ont assisté au retour de la parade de Noël des Herbiers. C'était samedi soir dans le centre-ville. Vous étiez peut-être sur place d'ailleurs. Aux manettes, l'association Spot qui avait dû annuler l'an dernier du fait de la crise sanitaire. Cette parade, c'est le résultat de plusieurs mois de travail et d'attente pour plus de 200 bénévoles mobilisés. Du handball, 10e journée du championnat national 1 masculine et une situation qui se complique pour Pouzauges. 11e et avant-dernière au classement, l'équipe recevait samedi Saint-Cyr, 10e avec un point de plus. Les Pouzaugais ont été dominés dans leur salle 26-21. Et puis c'est une tradition qui ne se perd pas et qui est bien utile. À Chaland, après une suspension l'année dernière du fait du contexte sanitaire, les pompiers ont repris la vente de leur calendrier. Ils reçoivent des dons libres de la part de ceux qui leur ouvrent leurs portes, une somme qui leur permet d'améliorer le quotidien de leur caserne. Image ici de la caserne de Chaland, justement. On passe au dernier appel du jeu de ce lundi. Avec un jeu qui nous emmène non pas à Chaland, mais du côté de Mouilleron-le-Captif. Que faisiez-vous samedi? Vous étiez peut-être au Vent d'Espace. Il y avait ce grand concert de Noël d'Ibrahim Malouf. Ibrahim Malouf qui n'était pas seul sur scène, loin de là, puisqu'il était entouré de 150 jeunes issus de différentes maîtrises, dont
de Vendée. Avec quelle formation vendéenne Ibrahim Malouf s'est-il produit au Vendespace samedi? Ça, c'est la question de la semaine que je vais vous poser jusqu'à vendredi midi. L'indice du jour, attention, mais en plus je viens de vous le dire, attention, elle n'était pas seule cette formation. Donc choisissez bien la bonne pour envoyer votre réponse sur tvvendée.fr. À la clé, il y a un coffret de la savonnerie des collines qui a été spécialement concocté pour vous, participants au jeu de la matinale de TV Vendée. Les indices, vous allez donc les retrouver tous les jours dans cette matinale, évidemment, mais également sur la page Facebook de la chaîne. Et je vous rappelle également que la réponse de la semaine dernière, parce que c'était une question un petit peu tordue, faut bien le reconnaître, puisqu'Apin Fanophile, qu'est-ce que c'est? C'est un collectionneur de landaux, tout simplement. Et c'est Anne, Saint-Georges-de-Montaigu, qui a été tirée au sort parmi les participants. C'est la fin de cette matinale. Merci à vous de l'avoir suivi. On va se retrouver demain, dès 7h, pour un nouveau début de journée ensemble. On sera mardi. Donc très bon lundi à vous et à demain.